Coucou, bonjour! Aujourd'hui, je continue la série de vidéos que j'avais commencé à propos des runes. Aujourd'hui, quand on entend le mot rune, ça peut faire appel à différentes choses. Dans notre imaginaire, au mieux, ça fait référence à une inscription ou à des lettres gravées. Au pire, ça fait référence à des petits morceaux de bois gravés d'inscriptions magiques qui servent à faire de la divination. Mais je rappelle rapidement que les runes, à la base, c'est un système d'écriture, donc c'est un signe graphique, même si ça a pu être utilisé de façon magique dans certaines occurrences. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos, je vous invite fortement à aller les voir parce que ça pourra vous donner une introduction de ce que sont les runes. Ça pourra être très utile pour comprendre de quoi on parle ici. Je vous mets les petites fiches en haut. Et dans cet épisode, on va se pencher plus précisément sur le mot rune. Alors on va parler étymologie bien sûr, mais on va aussi faire des liens avec d'autres langues. On va essayer aussi d'observer les premières occurrences du mot rune, histoire de voir dans quel but ou dans quel contexte ce mot a été utilisé. Ce qui va être intéressant pour nous ici, c'est d'étudier ce mot, de voir d'où il vient, d'étudier son sens à travers les âges et de voir pourquoi on est passé d'un sens à un autre par exemple. Vous pourrez retrouver, comme d'habitude, dans la description toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Et juste avant de commencer, je dois dire une chose, c'est que la linguistique, c'est une discipline qui parfois peut être sujette à spéculation, surtout quand on fait de la reconstruction de langues anciennes. Quand je dis anciennes, je pense par exemple à l'indo-européen, je pense à des langues d'il y a 4000 ans. Donc bien sûr, il faut garder à l'esprit que certaines théories peuvent être discutées ou remises en cause à la lumière de nouvelles découvertes archéologiques, par exemple. Dans tous les cas, je précise que moi, je ne formule aucune théorie personnelle dans ces vidéos. Je fais simplement le compte-rendu de mes lectures. Je lis pas mal de choses de spécialistes, chercheurs, linguistes, archéologues, etc. Et donc j'essaie de faire un petit récapitulatif de ce que je vois, de ce que je lis. Donc j'espère que ça vous plaît et que ça vous apprendra des petites choses. C'est parti! Alors, la première occurrence qu'on ait de ce mot, elle remonte à 300 après Jésus-Christ. C'est lors de la traduction de la Bible du grec vers le gothique par l'évêque Wulfila que le mot runa apparaît pour la première fois. C'est d'ailleurs le premier long texte en langue germanique, le Codex Argenteus. Aujourd'hui, il est conservé à la bibliothèque universitaire d'Uppsala. À ce moment-là, ça ne sert pas à désigner un caractère graphique, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Le traducteur de l'époque a utilisé le mot runa pour traduire 3 mots grecs qui signifient respectivement un conseil, ou des conseillers, un plan et un mystère. Par exemple, voilà une formule qui signifie les mystères du royaume de Dieu. Donc ici, le mot runa a le sens de mystère, secret. La première occurrence en Scandinavie, elle se trouve en Norvège, sur la pierre de Einang, qui est datée du 4e siècle. Cette inscription, elle est en langue proto-nordique et elle est écrite en ancien futark, et elle comporte le mot runo. Je rappelle parce que c'est souvent la confusion qui est faite, le futark, l'ancien futark, n'est pas une langue, c'est un outil, c'est un moyen d'écriture, et donc ça servait à transcrire une langue orale, qui était à ce moment-là le proto-germanique et qui sera plus tard le vieux norrois. Donc voilà ce que dit l'inscription, et on pourrait traduire ça par Gudjest a peint cette inscription. Ensuite, on a la pierre de Jarlsberg en Suède qui est datée de 550 et qui comporte l'inscription suivante, et donc Runor Varitu, ça veut dire aggraver les runes. Autour de 550 aussi, on a une fibule qui est la fibule de Freilaubersheim, qui comporte une inscription en germanique continentale avec le mot runa. L'expression en elle-même pourrait être traduite par Bosson a écrit les runes. On a aussi la pierre runique de Neloby en Suède qui est datée de 600. Et celle-ci, elle comporte une inscription en proto-nordique qui pourrait être traduite comme « Je prépare les runes divines nécessaires à Akotos ». Akotos étant un nom propre. Alors certains chercheurs traduisent ça comme « Je prépare les runes », mais il y en a qui disent qu'on pourrait traduire ça par « Je colore les runes ». Parce qu'ils partent du principe qu'il y avait un processus de préparation d'une peinture. C'est pour ça qu'elle serait rouge, souvent gravée en rouge, donc ils préfèrent utiliser le verbe peindre ou le verbe colorer. Donc ça, ce sont les premières occurrences en Scandinavie du mot runa, qui, on le voit, remonte du coup bien avant la période viking. D'ailleurs, je ne me suis pas arrêtée dessus au moment du tournage, mais on voit clairement avec cette dernière pierre qu'il y a déjà en 600 une connotation spirituelle ou magique, puisqu'il est précisé que les runes sont divines. Alors bien sûr, ça nous rappelle beaucoup le mythe d'Odin et son rituel d'apprentissage des runes, même si l'écriture de cet épisode est bien plus tardif, aux alentours du XIIIe siècle. Mais on voit clairement que bien avant l'ère viking, il y a déjà un rapport au divin quant à la gravure ou à l'utilisation des runes. On a d'ailleurs un autre exemple de cette connotation avec la pierre de Sparlösa en Suède, qui est datée de 800 et qui comporte l'expression suivante, qui pourrait être traduite par
interprète les runes venues des dieux qu'Alric a gravées. Et enfin, la dernière occurrence qui peut être intéressante à relever, mais hors Scandinavie cette fois, elle date du 6e siècle, et on trouve le mot runa sous la plume du poète italien Venance Fortunate à Poitiers. Dans ses lettres et autres écrits, il parle des barbares, comme il les appelle, et il dit que la rune barbare soit peinte sur des tablettes de frêne, donc avec le mot runa avec un H, qui est une transcription latine, certainement, du mot runa. Donc déjà, on voit qu'il y a eu un passage de runo en proto-nordique à runa et qu'il y a déjà eu un glissement de sens de conseil à inscription. Alors on va un petit peu se pencher sur ce passage-là et puis on va essayer de faire des liens avec d'autres langues. Il faut savoir que le mot runo en proto-nordique, c'est un mot singulier. Ce qui pousse les chercheurs à traduire ça par un mot singulier, donc une inscription complète, et pas seulement les caractères de cette inscription. D'ailleurs, le mot pluriel de runo existe, c'est runos, et ça désigne vraiment les caractères individuels, les caractères pluriels. Donc ces formes en proto-nordique, elles ont donné deux formes en vieux norrois, run au singulier et runar au pluriel. Ce qui est intéressant, c'est que dans les inscriptions en vieux norrois, la plupart du temps, on trouve le mot runar, donc le mot au pluriel qui désigne les lettres, les caractères. Le mot rune, au sens singulier, dans le sens inscription complète, a été trouvé une seule fois en vieux norrois, et c'est dans la saga d'Egil Skallagrimson, un personnage qui aurait vécu dans les années 900 et dont l'écriture de la saga serait estimée vers 1220. Donc voilà l'expression qui en parle, qui pourrait être traduite par « je grave cette inscription sur la corne ». L'étymologie et les liens linguistiques avec d'autres langues européennes, par exemple, ça va être primordial dans ce cas-là parce que ça permet de croiser les sens, de voir qu'il y a un sens originel, de voir l'idée fondamentale à la base. Donc les chercheurs traduisent le mot runar ou rune par inscription ou caractère écrit, mais il faut garder à l'esprit que le sens de ce mot, il est beaucoup plus large que ça, et que c'est par commodité presque qu'on le traduit comme ça. Donc la première chose qu'on remarque quand on explore un petit peu autour du vieux norrois et du proto-nordique, c'est qu'il y a toujours un rapport à la parole, et plus précisément à la notion de murmure, de chuchotement, ou de conseils donnés de façon cachée. Donc par exemple, en vieil-allemand, on a runa, qui veut dire murmurer, chuchoter. En vieil anglais, on a le mot run, qui veut dire un conseil, un murmure, même si parfois le mot a été utilisé pour désigner les caractères latins. En vieil anglais également, on a le mot reon, qui veut dire la lamentation, la complainte. On a également des formes verbales, comme rinjan, qui veut dire parler bas, chuchoter. En vieux saxon, on a le mot runa, qui veut dire des conseillers. En ancien suédois, qui est un peu plus tardif, on a le mot runa, qui veut dire parler bas à l'oreille. Si on va voir en vieux norrois, du coup, on a aussi le mot runi, qui veut dire le confident. Dans la branche celtique, on a aussi des liens possibles. Donc en celtique, on a runa, qui veut dire secret, mystère. On a rin, en vieux gallois, qui veut dire mystère, charme. Et en vieil irlandais, on a aussi le mot run, qui désigne un secret, un mystère, quelque chose de caché, d'une connaissance occulte. Deuxième chose que l'on remarque volontiers, c'est qu'il peut y avoir une connotation magique parfois. Par exemple, on a le mot runo en finnois qui désigne un chant magique et qui, selon les chercheurs, est très certainement un emprunt au germanique. On le sait, hein, le finnois, c'est une langue qui n'a rien à voir avec la branche germanique, ni même avec l'indo-européen. C'est une branche qui vient d'une toute autre famille de langues. Donc, étymologiquement, il n'y a pas de lien, mais on sait que quand des pays ou des territoires sont proches et que leur culture et leur peuple échangent, eh bien il peut y avoir des emprunts linguistiques. Pour les linguistes, c'est probablement le cas pour ce mot. On a également en vieil anglais et en gothique deux formes qui désignent une sorte de connaissance occulte. Dans le même genre, on a aussi geruna en vieil anglais et giruno en vieil haut allemand, qui signifient tous les deux des conseillers, des sages. Enfin, on a des mots composés qui contiennent le mot runa, comme par exemple en gothique, haljurunae, qui veut dire sorcière. On a aussi en vieil anglais hellerune, qui veut dire sorcière aussi. Et en vieillo-allemand, on a aussi Heliruna, qui veut dire nécromancien. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a quand même ces deux rapports, d'un côté à la parole, d'un autre à quelque chose d'un peu plus magique, mais certainement que les deux sont liés. Alors, les linguistes, après ça, sont remontés un petit peu plus loin, ils sont remontés jusqu'à l'indo-européen pour essayer de trouver une forme commune. Et disons qu'à ce stade, il y a deux écoles. Enfin, pas vraiment. En indo-européen, on a la racine reun ou reun, qui signifie hurler. C'est la théorie qui prévaut chez les linguistes aujourd'hui. Sinon, on a aussi la racine indo-européenne, donc ereu, qui signifie demander, questionner, renseigner, et qui aurait donné le grec ereona, qui signifie rechercher, questionner,
mentionné. Cette dernière étymologie pousse certains linguistes à dire que le mot rune aurait le sens de une demande aux traditions anciennes qui ne peuvent pas être comprises de tous. Donc la question c'est de savoir comment on est passé d'une forme en indo-européen qui veut dire hurler à des formes en proto-nordique ou en vieux norrois ou dans d'autres langues qui ont les sens qu'on vient de voir. Eh bien, il y a certainement eu un glissement de sens. C'est un phénomène qu'on observe très souvent en linguistique. Parfois, un mot ou une expression va peu à peu s'éloigner de son sens originel, donc soit par élargissement ou réduction du sens, à force de l'employer, soit par métonymie, soit par opposition. Donc peut-être que la forme indo-européenne qui voulait dire hurler s'est transformé au cours des siècles et des millénaires dans le sens de parler, dire, puis c'est devenu petit à petit dire avec discrétion, jusqu'à devenir murmurer, chuchoter. Certains chercheurs affirment que l'écriture runique ou l'usage des runes était réservé à l'élite. Et donc dans ces sphères, c'était une chose courante d'avoir des gens sages qui dispensaient leurs conseils aux puissants, des gens qui avaient la science ou la connaissance et qui étaient aptes à conseiller les dirigeants sous la forme de murmures discrets. Donc quand on parle des runes comme des secrets, ça peut être voilà quelque chose réservé à une élite, qui peut être utilisé seulement par les gens qui savent l'écrire, qui savent les comprendre. Mais le truc c'est qu'il y a aussi souvent l'idée de mystère. Il y a parfois cette dimension de connaissance occulte ou secrète que l'on récite, que l'on chuchote. Donc il se pourrait que le mot rune ait vraiment une connotation magique et qu'il existe un lien magique entre la parole et l'outil. Oui, parce que en effet, et ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo tellement c'est colossal comme sujet, les runes ont pu avoir un usage magique pour des incantations ou des formulations magiques. C'est ce qu'on appelle la fonction performative du langage ou de l'écriture, quand la parole ou l'écriture a la fonction de réalisation d'une action. Il faut savoir que dans beaucoup de peuples et civilisations, la parole est liée à la magie. C'est-à-dire que l'acte magique va se faire grâce à la parole, souvent grâce au chant, mais aussi grâce aux incantations. Donc le lien entre les deux, il n'est pas anodin. Alors vous allez me dire pourquoi du coup en vieux norrois, le mot rune désigne quelque chose qui est écrit, une inscription ou un caractère runique, alors qu'on est parti d'un sens plutôt lié à la parole. Eh bien, de la même façon qu'on a eu un glissement de sens entre l'indo-européen et le proto-nordique, eh bien on peut imaginer qu'il y a eu un glissement de sens aussi entre proto-nordique et vieux norrois, puis les langues qu'on connaît. Donc peut-être qu'on est passé du secret dit à l'oral au secret écrit, parce que ce qui est caché à l'oral est révélé quand il est écrit, et donc ensuite le secret écrit par métonymie est devenu les lettres qui servent à écrire ce secret. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Moi je trouve ça vraiment fascinant, j'ai envie de passer ma vie à faire des recherches là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo et même toute la playlist. Je vous mets en lien 2 autres vidéos qui portent sur les runes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur TikTok ou Instagram. Au mois de décembre, j'ai publié toute une série de vidéos où je fais de la lecture de contes nordiques. Donc si vous voulez vous plonger un petit peu dans la mythologie et dans l'univers merveilleux des contes et légendes scandinaves, c'est toujours disponible. Et je vous dis à la prochaine. Salut!